inégales, mais sont quand même de taille honorable. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles font au moins une page ou enfin, trois quarts de page. Donc elles sont assez importantes. Elles présentent trois aspects. Elles présentent le témoin lui-même, c'est-à-dire son identité, ce que je disais, quand est-ce qu'il est né, d'où il vient, etc. Ce qui est intéressant au passage, parce que par exemple ma belle-mère en fait m'a dit, à qui j'ai offert l'ouvrage, a dit ah tiens, je suis tombé sur Amalric qui est né à Saint-Sulpice. Et comme elle aussi, finalement, elle va lire le témoignage. Elle présente, chaque notice présente également le type de témoignage, c'est-à-dire la nature du témoignage, de quoi il s'agit, quand est-ce qu'il a été composé, et ça c'est important aussi pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais la majeure partie de chaque notice est consacrée en réalité à faire ressortir les aspects les plus intéressants, les plus originaux du témoignage, et à les citer. Donc lorsqu'on regarde, en fait, lorsqu'on lit les notices, elles donnent véritablement en fait, des passages entiers de chaque témoignage. De même, les photographies en fait, ont cet objectif-là de donner un aperçu de l'intérêt d'aller justement en fait, vers ces ouvrages-là dans un second temps. Moi, j'ai connu deux guerres, la guerre espagnole, puisque je suis espagnol, et la Deuxième Guerre mondiale, parce que je la voyais depuis là où j'habitais, les bombardements de Gibraltar, par exemple. Et je me suis beaucoup intéressé à la Première Guerre mondiale parce qu'elle me fascine, je ne sais pas trop pourquoi. Là, actuellement, je suis en train de lire Ernst Jünger, que j'ai acheté dans la Pléiade ici, qui est passionnant, et qui tout en décrivant des situations d'horreur, comme les destructions totales qui s'opéraient dans la Somme, dans les villages de Flandre, ou la vie dans les tranchées. Je compare ça avec Roland d'Orgelès, que j'ai lu aussi, mais ça fait très très longtemps, qui est aussi prenant par l'émotion que ça suscite. Et ce que je constate chez Jünger, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'émotion. Il décrit les horreurs, il y participe, parce qu'il est toujours en première ligne. C'est quelqu'un qui est en première ligne, qui ne rechigne pas à l'action, qui a été blessé je ne sais pas combien de fois. À ce sujet-là, Jünger est un intellectuel, hein, sans nul doute. D'Orgelès, je ne me souviens plus. Je pense que oui aussi. et ça m'a amené aussi à penser à Roger Martin Ducard, que lorsque la guerre de 14 a commencé, il avait eu l'idée de son personnage d'essayer de faire un appel à ceux qui allaient se battre pour décrire l'absurdité de la guerre. Oui, alors en effet, Dorgelès et Jünger sont des intellectuels. Ce sont ceux qui étaient publiés dans un premier temps et qui étaient accessibles dans un premier temps, et heureusement quand même depuis une trentaine d'années, on publie des gens tout à fait ordinaires et qui peuvent avoir un témoignage différent de celui des intellectuels. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas pensé à la publication, donc ils n'ont pas fait d'efforts particuliers sur le plan littéraire, ils n'ont pas rajouté des effets littéraires. Dorgelès, Barbus ont combattu, mais ils en ont quand même rajouté, parce que leur objectif c'était d'écrire un roman. Et dans le cas de Dorgelès, c'était d'écrire la guerre. Et Jean Norton-Cru lui reprochait, il vaudrait mieux que vous nous décriviez votre guerre, non pas la guerre en général. Le caporal Barthaz décrit ce qu'il a vécu avec un talent pour ceux qui l'ont déjà vu, je crois qu'il est incontestable, mais c'est un talent naturel, sans en rajouter, et sans avoir l'idée d'aller trouver un éditeur. C'est à la génération des petits-enfants qu'on a ressorti ce texte et qu'on l'a publié avec, je dois dire un mot ici, avec un succès assez inattendu au départ, puisque la nouvelle édition est l'édition du 100 000e exemplaire.
Alors, 100 000 exemplaires, ça n'arrive pas encore à la hauteur du feu de Barbus, qui a eu le prix Goncourt en 1915 ou 16, mais c'est quand même un très beau chiffre. Voilà. Alors, chez tous ces gens-là, il y a une certaine ambiguïté entre le souci de témoigner et le souci de faire un livre. On a la chance, dans le cas de Barbus, que vous n'avez pas cité, mais on peut le mettre dans la même catégorie. Non, je ne l'ai pas cité, mais Junger en parle et il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Voilà. Alors, Barbus, quand on lit publié récemment les lettres de Henri Barbus à sa femme, donc un autre aspect du témoignage, on est absolument surpris de voir qu'il ne pense qu'à une chose. Il pense au livre qu'il faut écrire. Et donc il prend des notes sur ce livre, il prend des notes sur l'argot des poilus. Lui qui est un intellectuel, il est surpris par tous ces termes-là et il les note. Et c'est peut-être un peu aussi pour ça que dans son livre Le Feu, il y a un parler poilu qui est vraiment trop argotique, puisque c'est presque une juxtaposition de tout ce qu'il avait pu noter pendant la guerre. Donc nos combattants, nos témoins sont à 50% au moins des gens ordinaires. Nous n'avons pas repris les 250 témoins de Jean Norton Crue, sauf dans 3 cas, justement, d'Orchelès et Barbus, parce que depuis la publication de leur roman, on a aussi publié leurs lettres, leurs correspondances, et un troisième, c'est Tuffreau, qui avait publié un bouquin sous un pseudonyme au moment de la guerre, et dont on a retrouvé des carnets qui ont été publiés aussi récemment. Sinon, en dehors de ces 3 cas, tous nos autres témoins sont des gens qui n'étaient pas connus de Jean Norton Crue. Alors, on n'a pas parlé non plus des femmes. Il y a un certain nombre de femmes dans le livre, en minorité, ce qui est facilement explicable. Bon, l'explication est la suivante. C'est un livre de témoignages sur la Grande Guerre, et donc automatiquement, ceux qui se sont le plus exprimés sur la Grande Guerre, ce sont ceux qui ont combattu, donc des hommes. Une grosse majorité de témoignages des combattants. Pour la correspondance, on va dire, elle était dans les deux sens, bien sûr. Mais la correspondance du mari ou du fils arrive au village ou à la ville, dans une maison où on peut la stocker dans un tiroir, dans un carton, dans un grenier. On peut la conserver. La correspondance de la mère ou de l'épouse, elle part vers le front, où le soldat a déjà 35 kilos de bagages sur le dos à trimballer. Donc, les lettres, il va les garder quelque temps, et puis au bout de quelque temps, il va les détruire parce qu'il ne peut pas les transporter en permanence. C'est la raison pour laquelle on a également plus de correspondances d'hommes que de femmes. Mais il y a des correspondances féminines, il y a quelquefois la correspondance dans les deux sens, il y a des carnets de femmes, notamment des femmes qui se trouvaient en pays envahi dans les régions occupées par les Allemands, qui sont très intéressants, mais aussi le journal d'une femme qui était à Mirepoix, en Ariège, qui s'appelle Marie Escolier, et qui est absolument remarquable.